Bonjour, ici François Allard-Audette, conseiller familial. Et Michel Mardely, intervenante jeunesse, et vous écoutez Placote à Bagotte. Aujourd'hui, on reçoit notre premier invité. Les gens qui sont fans de dates précises et d'époques et de chiffres vont bien être servis parce qu'on a notre collègue qui travaille maintenant à distance de Washington, D.C., qui est ici avec nous, qui est aussi conjoint de militaire. Elle prend beaucoup de cases, là. Mais aujourd'hui, on veut vraiment se focusser sur l'aspect déménagement, posting au Canada, à l'extérieur du Canada, puis... Ouais, exactement. Et comme tu l'as dit, c'est tellement un gros épisode que nous, on l'a séparé en 2 parties. Et le focus de cette première partie, ça va vraiment être l'entrée de jeu dans le monde de la vie militaire, ensuite les premiers déménagements, puis les anecdotes en cours de parcours. Donc, c'est avec ça qu'on commence. On y va ici. Donc, Daniel, bienvenue à Placote à Bagotte. Merci. Notre première invitée officielle de ce podcast-là. Yes. Hey, j'aurais envie d'être frontal comme ça. T'es né où et à quelle année, Daniel? Je suis née à Montréal en janvier 1986. Il faisait combien dehors? Il faisait probablement moins 10 dans ce mercredi-là de janvier. Puis c'est comment grandir à Montréal, qu'on s'appelle Daniel, puis qu'on est à 86? Ça s'appelle beaucoup d'adaptation. En étant née d'une mère haïtienne, d'un père québécois, j'ai appris très vite à jongler avec 2 cultures, avec 2 façons de voir les choses un peu différemment. Dans un Montréal qui était pas très diversifié à ce moment-là. Ayant grandi sur la Rive-Sud, j'ai appris que j'étais quand même relativement différente. Donc, j'ai su apprendre à m'adapter régulièrement. Puis, mettons, naître aujourd'hui, tu penses qu'il y aura une grosse différence? Oui, le Montréal de 2024, je pense qu'il est quand même assez différent, surtout également sur la Rive-Sud de Montréal. Par rapport à la diversité, c'est complètement différent. Donc, oui, je pense que c'est c'est pas la même chose que dans les années 80. Absolument. Même moi, là, étant de Montréal aussi, puis quand je retourne à Montréal, on voit la différence, là, absolument dans les rues. Donc, toi, tu es né à Montréal, t'as grandi à Montréal, t'as trouvé l'amour à Montréal? Oui, mais jusqu'à temps que Pierre, mon conjoint, joint les forces, je suis restée dans la même maison pendant 24 ans. OK. Donc oui, j'étais très casanière. On a déménagé sur la Rive-Sud de Montréal lorsque j'avais 6 mois. Je suis restée dans la résidence familiale jusqu'à cet âge-là pour emménager ensuite avec Pierre, puis on a commencé tout ce parcours-là là, dans notre vie. Puis tu sais, déjà en rencontrant Pierre, déjà c'est un peu cocasse là, vous vous êtes rencontrés, on en a souvent parlé, mais en 2 cheese. En 2 cheeseburgers au McDo, là, tu sais. Comment ça s'est passé? Pourquoi Pierre était là à base? Parce que c'est un gars de la région ici, tu sais, vous vous êtes rencontrés, il était à l'école ou? Exactement. Donc, il était venu lorsqu'il est rentré au cégep. Il est allé chez sa mère parce qu'il voulait continuer sa technique en avionique. Donc, c'est là qu'il a commencé à travailler au McDo parce que lorsqu'il habitait à Jonquière, il travaillait au McDo aussi. Puis, il s'est dit qu'il allait continuer là. Et c'est là qu'en 2004, on a commencé à travailler ensemble. Moi, je commençais mon cégep. Je venais juste de monter dans l'équipe de gestion, puis Pierre est arrivé comme ça au McDo, puis on s'est liés d'amitié. Nous, on travaillait plus souvent dans les déjeuners. Donc, pas 2 cheese, peut-être 2 œufs McMuffin. Mais c'est là qu'on a appris, puis on s'est tissé un bon lien d'amitié, puis qui a fini en relation, justement, un petit peu plus tard dans l'année. OK. Puis toi, dans le fond, t'as fait ton cégep et ton université à Montréal? Oui, exactement. Okay. Donc, dans quel domaine? J'ai étudié au cégep en sciences humaines, profil individu, le plus typique comme parcours. Par la suite, à l'université, c'est là que je me suis cherchée un peu, mais j'ai commencé mon parcours en histoire, puis j'ai bifurqué par la suite pour faire mon bac et ma maîtrise en sociologie. OK. Good. Puis à quel moment, dans ce moment-là, Pierre, est-ce qu'il était déjà dans les forces à l'université en avionics ou c'est arrivé après tout ça? Non, quand on s'est rencontrés, il était en train de finir sa technique en avionique. Et c'est en se rencontrant qu'il a décidé de continuer ses études. Il a commencé son bac à l'ETS. OK, ouais. Il avait été accepté à l'UQAC et à l'ETS, mais c'est à cause de notre relation qu'il a continué à Montréal, en fait. Ah ouais! Et c'était pas du tout il était pas dans les forces, c'était pas non plus quelque chose que ça lui tentait. C'est juste que, en termes de perspective d'emploi, au début des années 2000, l'avionique, c'était pas quelque chose que, tu sais, il y avait peu de possibilités d'emploi, donc il s'était dit, bon, je vais commencer mon bac en ingénierie et je vais m'ouvrir les portes, justement. Ah ouais, absolument. Okay. Puis après ça, il est rentré dans les forces, puis c'est là qu'ils doivent faire leur cours, dans le fond,
lui, est-ce qu'il y a fait son cours de recrue à Valcartier ou il l'a fait à Montréal, à Saint-Jean? Comment ça a fonctionné? C'est il a changé un peu de génie. Puis c'est à ce moment-là qu'il a pensé à joindre les forces. Ah, OK, c'est ça. Il a changé pour aller en génie aéronautique et c'est là qu'il a décidé de joindre. Il avait été au centre de recrutement à Montréal. OK. Puis là, on lui avait fait part du fait qu'il pouvait être payé pour faire ses études. Ben oui. Ouais. C'était le programme PFAR, je crois qu'il s'appelle. Donc là, il est revenu une soirée puis il dit « Hey Dan, je peux finir mon bac puis je vais être payé pour le finir mon bac. » Jusque-là, ça va bien. Jusque-là, c'est... Ouais, là, je suis comme... Puis là, la réaction de Daniel, là, qui est en couple avec Pierre depuis... 2-3 ans. 2-3 ans. Puis là, environ. son chum revient à la maison, je peux être payé. Moi, je suis curieuse d'avoir la réaction de Daniel de mère haïtienne, tu sais. J'ai commencé à poser quand même plusieurs questions parce que j'étais dans l'incompréhension. Là, pourquoi? Moi, je travaillais à temps partiel pendant que je faisais mes études. Ouais. Donc, je me suis dit, tu peux continuer à faire la même chose. Mais ça semblait quand même être un intérêt de son côté. Son petit frère avait joint les forces déjà. OK. Donc, il connaissait un petit peu le milieu, il était intéressé. Ouais. Donc, il s'est dit pourquoi pas. Puis, par la suite, dans quelques années, si ça fonctionne pas, il sort, il fera autre chose. Donc, c'est comme ça que il est rentré dans les forces. À ce moment-là, puisqu'il faisait encore ses études, pendant l'été, c'est là qu'il a fait son camp de recrue à Saint-Jean. OK. Puis, pendant l'été, par la suite, il faisait ses phases de formation. OK. Jusqu'à temps qu'il termine son bac. Puis ensuite, il a passé 8 mois à Borden, justement, en formation. OK. Puis ça, on se retrouve en quelle année, mettons, à Borden? À Borden, là, il est parti en janvier 2011. Okay. Puis ça, je m'en souviendrai toujours parce qu'on a célébré les 1 an de notre fille et le lendemain, il partait 8 mois à Borden. Ah, boy. Ouais! Et c'est là que j'ai compris la réalité. À ce moment-là, OK, je suis à Montréal, je suis toute seule, ma fille a 1 an. Je finis mon congé de maternité, je continue ma maîtrise. Mon chum s'en va pour 8 mois. C'est ça, OK. C'est là que j'ai compris un petit peu là que c'était différent. Puis là, je commençais à comprendre aussi que je m'embarquais dans quelque chose de particulier également. Absolument. Parce que se faire annoncer, ou somme toute quand même une certaine décision que vous avez eue, des conversations de il va rentrer dans les forces, vous êtes un couple, pas d'enfants. J'imagine que on n'arrive pas nécessairement avec les mêmes facteurs auxquels on pense, tous ces absences-là qu'on prend pas nécessairement en considération au départ, mais qu'après ça, comme tu dis, on s'en rend compte par la suite. Là. Exactement, surtout avec un enfant, parce que pendant son camp de recrue ou pendant l'été, vu qu'on n'avait pas d'enfants, je continuais mes affaires, on n'était pas là. C'est sûr qu'il y avait quand même un peu d'ennui. C'était différent d'être séparés l'un de l'autre, mais il n'y avait pas les mêmes défis qui étaient associés avec le fait d'avoir un enfant aussi. OK. Maintenant, parce que, avant d'avoir des enfants, il y a peu ou pas d'impact sur ta vie, quoique, il y a une absence de quelques semaines, quelques mois pour le camp de recrue, puis somme toute, c'est pas si loin, puis les méthodes de communication étaient différentes, là. Je sais pas si c'était un téléphone de temps en temps qui avait droit, ou... Oui, il y avait quand même droit au téléphone, pas de FaceTime, on n'était pas en 2011, on n'était pas là, mais on se parlait quand même. C'est sûr que les 5 premières semaines, les communications... était pratiquement nul, là. Pendant les premières 5 semaines, c'était un petit peu plus intense. Je sais plus comment c'est maintenant, mais c'était quand même différent. Donc, la première fois, après 5 semaines que je suis allée chercher à Saint-Jean, c'était particulier, là. On était contents de se retrouver. C'était la première fois qu'on était séparés autant de temps. Ouais. OK. On a quand même une relation de proximité, donc ça a été quand même... J'avais trouvé ça difficile. Ouais, c'est ça. Malgré tout, lorsqu'il est parti pour son camp de recrue, puis on était chanceux, on était sur la rive-sud de Montréal, donc en moins d'une demi-heure, j'étais rendue. Ouais. Puis aussi, l'autre chance qu'on a eue, c'est pendant ses forces de formation, il les a fait au 438 à Saint-Hubert. OK. Donc, on bougeait pas. Mais non. Donc, on dirait que je comprenais pas encore qu'est-ce qui allait se passer par la suite, parce qu'on était quand même stable dans notre instabilité. Je comprends. Il y avait certains défis, il y avait des choses auxquelles vous deviez quand même vous adapter. Vous, votre technique qui fonctionne bien, c'est de vous en parler, c'est cette communication-là? Ou Oui, on a toujours quand même eu une belle communication par rapport à ses besoins, à nos besoins, puis aux besoins familiaux également. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à s'en sortir. Tout est une conversation au début de couple, mais maintenant aussi au niveau familial, surtout avec une préado et une adolescente présentement. Puis ça fait longtemps qu'ils sont dans notre processus de décision, en fait. On les a toujours impliqués un peu. OK. Puis c'est intéressant ce que tu as dit sur... Il y a des facteurs de décision de
individuels, des facteurs de couple, il y a des facteurs familiaux, là. Il y a toutes ces sphères-là qui... C'est pas parce qu'on a maintenant des enfants que la conjointe Daniel ou la personne Daniel doit prendre le bord sur tout ce qui peut venir influencer, dans le fond, c'est ta propre stabilité aussi, puis tes besoins de couple aussi dans tout ça. Exactement. Puis je pense que c'est quelque chose d'important parce qu'à travers les années, souvent, on veut mettre l'importance sur les enfants. Puis je pense que c'est quand même bien. C'est important. Absolument. Mais il faut aussi comprendre que nous, on a des besoins puis on s'oublie souvent là-dedans. On passe souvent en dernier. Mais il faut le considérer. Puis je pense avoir une discussion fréquente parce que d'un déménagement à l'autre, tout change. La réalité change. C'est plus la même dynamique familiale. Peut-être que qu'est-ce qu'on voulait au départ pour le dernier posting, on le veut plus. Peut-être que c'est maintenant, on est prêt à des choses qu'on n'était pas prêt auparavant. Je pense qu'il faut toujours réouvrir la discussion sur les besoins parce qu'ils sont toujours changeants puis en évolution. Absolument. La réalité fait que les choses évoluent et changent tout le temps. Même d'une absence à l'autre, il y a peut-être d'autres facteurs qui sont à prendre en considération maintenant cette semaine-là. Exactement. Des fois, on n'a pas tout à fait le contrôle sur certaines choses, mais on peut essayer d'aborder pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'abord? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les enfants soient corrects? Qu'est-ce que je peux faire au niveau de l'emploi? Est-ce que je retourne à l'école? Puis je pense que c'est une des choses que moi, personnellement, je me suis posé beaucoup de questions à chaque affectation. C'est comme, au niveau de ma carrière, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis c'est souvent la carrière qui prend le bord, surtout lorsqu'on déménage souvent comme nous, on a fait. C'est comment je me crée de la stabilité dans l'instabilité, puis surtout une progression de carrière là-dedans. Quand d'un côté, tu le vois progresser, il fait des emplois, il monte en grade, puis tout ça. Puis toi, de ton côté, tu recommences souvent. Et pourtant, moi, j'ai fait mon bac, j'ai fait ma maîtrise. Moi, mon but, là, j'allais travailler en recherche, j'allais continuer mon doctorat. Absolument. Mais j'ai dû mettre des choses de côté quand même. Mais tu sais, considérant ça, est-ce que t'as déjà pensé... Parce que c'est comme une mode là, qui se dégage depuis quelques années de qu'est-ce qu'on voit ici dans Baptiste ou dans la communauté, mais de t'enrôler toi aussi, étant donné que, bon, niveau carrière, niveau job, c'est une tendance, c'est comme une tendance de... est-ce que t'as pensé toi aussi à t'enrôler un moment ou l'autre de votre vie ensemble de militaire, ou ça n'a jamais été dans tes intérêts? J'y ai pensé à plusieurs reprises. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire de la recherche, puis d'essayer de voir c'est quoi les possibilités. J'ai pensé joindre la force régulière comme officier de sélection du personnel. Ensuite, j'avais pensé la force de réserve également parce que c'est quelque chose qu'on m'avait conseillé aussi dans le temps en disant, ben comme ça, tu aurais un emploi, puis tout ça, ça serait bien. Ça crée une stabilité dans cette instabilité-là. Exactement. Ce que tu disais tantôt. Mais d'un autre côté, en ayant eu les enfants, moi, pendant que je faisais ma maîtrise, l'idée de partir faire mon camp de recrue, l'idée de partir en formation loin des enfants, j'ai pas été capable de faire ce step-là pour partir faire mes choses. Puis je me voyais pas dans cette structure-là non plus des Forces armées canadiennes. J'ai l'impression que j'ai besoin d'un travail qui m'offre un petit peu plus de flexibilité et de créativité. Donc j'ai pas l'impression que j'aurais bien cadré là-dedans, même si que je suis une personne hyper structurée. Absolument. Qui aurait pu faire probablement le travail. Mais à chaque fois, tu sais, je me dis, est-ce que c'est ça? Puis là, l'officier de sélection du personnel, là, tu te dis, OK, bon, on sera pas posté à la même place. On n'a pas les mêmes opportunités. Et tout ça. Donc là, j'ai laissé tomber. Je me suis dit non. Ma carrière va être dans le civil, puis je vais me construire quelque chose petit peu par petit peu. Ben oui. Puis là, mettons, là, que on revient. Vous étiez à Montréal, sur la Rive-Sud. Vous avez eu votre premier enfant. Camp de recrue est fait, les premières formations, dans le fond. Puis ensuite, vous avez été posté officiellement? Oui, exactement. Donc, lui, en 2011, il a fait son cours à Borden de janvier jusqu'au mois d'août. Là, à ce moment-là, c'est là, au mois de juillet environ, il me dit, Dan, là, il faut mettre des choix pour savoir quelle base qu'on est intéressé. C'est quoi nos choix de posting? Il lui avait demandé de faire 5 choix. Bagotville était pas dans les choix. Est-ce que, juste pour qu'on puisse comprendre, parce que nous, on le sait, mais Pierre, lui, il travaille... Est-ce qu'il doit être à une base où c'est juste avec des avions, une base aérienne, pardon, ou c'est quel type d'emploi, tu sais, si tu es ouvert, fermé? Il est ingénieur aérospatial. Donc, c'est quand même au niveau des avions, des hélicoptères. Absolument. Donc, lorsqu'il a fini son cours, au départ, c'était au niveau des Griffons.
OK. Parce qu'en Saint-Hubert, c'était des hélicoptères. Donc là, il avait commencé avec ça. Donc, on regardait Gagetown, Petawawa. Il avait le goût d'essayer de déménager puis d'aller vivre quelque chose. OK. Petawawa était dans les choix, mais pas Bagotville. Non, parce que lui, venant du Saguenay, il s'était dit, oh non, mais je veux pas retourner à la maison. Tu sais, on veut essayer de vivre quelque chose. Donc là, non. Bagotville n'était pas dans les choix. Il reçoit son message posting, Bagotville. Là, ça, c'est un gros sujet, là, je pense qu'on a abordé dans notre question aussi, la foire aux questions. Là. Ouais. Ce fameux message de posting-là, on entend tellement parler de manière parfois positive, mais j'aurais envie de dire plus souvent négative, comme quoi on sait pas quand ça va arriver, on sait même pas, officiellement, tu sais, Bagotville était même pas dans les 5 choix, puis finalement, ça a été ça. C'est comment ce message-là? C'est un stress un peu, je vous dirais, ce genre de message-là. Puis ça varie également. Parce que là, dans ce cas-là, c'était son premier choix à la fin d'un cours. Donc là, il était assigné comme ça à Bagotville. Puis par la suite, quand on était à Bagotville, on était en train de regarder les options. Il y a quand même une rencontre, lui, qui avait une fois par année avec son gérant de carrière. Puis c'est là, en 2017, qu'on avait appliqué sur un Hotcan. Puis là, le processus, c'est pas pareil parce que tu appliques pour une c'est position. Pas juste voici une liste, coche où tu voudrais aller. Exactement. Donc là, son premier choix, c'était Colorado Springs. Il voulait travailler pour le NORAD. Je comprends. Sinon, c'était probablement Ottawa. Mais c'est ça, c'est beaucoup d'incertitudes. On se dit, peut-être là, il y aurait telle place. Autant qu'il y a des gens qui peuvent être sûrs et certains de où ils vont aller. D'autres, ça reste quand même incertain. Absolument. Donc, puis la date aussi, tu sais, bon, en théorie, ça arrive au printemps, mais c'est ça la réalité? Je sais pas. Moi, j'ai tout vu, en fait. Autant après un cours que le message posting sort un petit peu plus tard, parce qu'il faut terminer quand même le cours, qu'on l'a reçu relativement vite quand on est allé à Colorado Springs. Mais lors de notre dernier déménagement, en 2023, on a reçu notre message posting la 3e semaine de juin. Il fallait arriver à DC le 18 juillet. Donc là, c'est un autre game. Puis, dans le fond, quand tu reçois ton message de posting, parce que il faut l'attendre, il y a des choses qui ne peuvent pas avancer avant d'avoir le message de posting officiel, puis il y a des choses qui peuvent avancer pendant ça. Il y a comme on en a besoin, mais en même temps, t'es officiellement posté quand t'es rendu là-bas. Fait qu'il y a comme ce dicton-là un peu là de ce que j'en entends beaucoup là dans les forces, c'est t'es pas déménagé tant que t'es pas rendu à destination les 2 pieds là-bas, là, la main dans la porte de la maison, tu sais. Oui, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut pas commencer, admettons, la mise en vente de la maison. C'est ça. Faut un message d'affectation parce qu'il y a quand même des coûts reliés à ça. Puis c'est avec le message que tout s'engage, en fait. Là. C'est là qu'on peut commencer les démarches. Également pour le VRD, le voyage de recherche de domicile. On peut rien booker avant d'avoir reçu un message posting. Donc, on est beaucoup en attente. Je pense qu'avant la réception du message, on est plus en exploration, en tout cas pour nous. On commence à regarder les options. On regarde les écoles, on regarde également le quartier. On commence à identifier des choses qui, comme ça, lorsqu'on reçoit notre message d'affectation, on peut être en action. Je comprends. Tu peux déjà te faire une liste de budget pour des maisons, le type de quartier que tu veux. Est-ce que tu veux une école anglo, franco? C'est toutes des recherches que tu peux faire à l'avance. Mais officiellement, en effet, la maison, là, pis si on en croise des familles ici, là, c'est sinon le plus gros stress là, dans un marché qui est changeant d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre. Parce qu'en 2011, quand vous êtes venu ici à Bagotville, donc là, vous avez reçu votre message de posting. OK, on s'en va à Bagotville. Faut que ça se fasse rapidement. C'était quoi le momentum à ce moment-là? Comment ça s'est passé? En fait, c'était rendu là, on était rendu en 2012. OK. J'étais tombée enceinte de ma 2e. OK. Avec une grossesse à risque. Okay. Mon médecin ne voulait pas que je déménage au Saguenay parce que c'était pas possible d'accoucher en bas de 34 semaines. Au Saguenay. Au Saguenay. OK, je comprends. Donc là, c'était plus prudent pour moi de rester avec ma plus vieille à Montréal. OK. Donc, dès que Pierre a fini Borden, il est parti toute seule à Bagotville. Et je suis restée encore à Montréal jusqu'à temps que je puisse déménager. En attendant le 34 semaines de grossesse. Le 34 semaines, en fait. Et le plus cocasse là-dedans, c'est que le week-end qui venait me chercher, j'ai accouché.
Ah ouais. Donc, ma deuxième fille, elle est née à Montréal, prématurée. Puis 9 jours après qu'elle soit sortie de l'hôpital, on déménage au Saguenay parce qu'on avait déjà plus de maison, ma fille avait plus de garderie. Donc c'est là, je suis arrivée moi à Bagotville en décembre 2012. Dans le froid avec un bébé prématuré. Décembre 2012, c'était pas la fin du monde en plus, ça? Il y avait eu le 12 le 21 décembre 2012. Donc, comme introduction à la vie au Saguenay, là, je l'ai eu rough. C'est tough, là, OK. Exactement. Dans une maison, on avait acheté une maison à rénover. C'était notre première maison, justement. C'était même pas terminé. Il avait travaillé fort, par contre, avec son père pour l'avancer au moins. On avait une cuisine fonctionnelle, une toilette fonctionnelle. Avec un nouveau-né. Avec un enfant d'1 an et demi, oui, elle allait bientôt avoir 2 ans. Donc là, c'était un gros changement. Elle avait pas vécu avec son père depuis janvier 2012. Donc la recréation d'un lien également avec son papa, qui a été difficile à ce moment-là. Donc, ce premier déménagement-là, je dirais que ça a été le plus difficile pour moi. Il y a des bonnes raisons. Vous voulez vivre une expérience, je pense que Petawawa, vous aurez peut-être pas à faire tout ça. Quand même. Mais non, c'est ça. Donc, ça fait quand même beaucoup de facteurs puis de choses qui s'empilent tu sais, on parlait des choses qu'on peut contrôler ou pas contrôler. Ça, il y avait beaucoup d'éléments là qui étaient un peu hors de notre contrôle. Beaucoup d'éléments. Même si on avait essayé de se préparer, j'avais essayé de trouver un médecin. Essayer de trouver un médecin à 36 semaines de grossesse pour te prendre en charge pour accoucher quand il t'a pas suivi. Mais j'avais réussi. Je me rappelle le matin, justement, que j'avais accouché. Je l'avais appelé le jeudi. J'ai dit, je pense que j'accouche aujourd'hui. Il me dit, Daniel, je peux pas faire le voyage Bagotville-Montréal parce que tu penses que tu vas accoucher prématurément. Toi, t'as appelé Pierre. Oui, j'avais le feeling. Là, il dit, j'arrive vendredi soir, repose-toi, puis ça va bien aller. Mais tu sais, avec une grossesse à risque, c'était pas évident, justement. Non, repose-toi. Exactement. Donc, finalement, en après-midi, je suis admise à l'hôpital. Ma sœur communique avec son collègue de travail. Pierre fait la route. Donc, ça a été... En respectant les limites de vitesse, j'aimerais bien dire ça, mais je peux pas le garantir. Hein. C'était le petit parc encore dans ce temps-là? C'était... Je pense qu'il y avait les 2 voies à ce moment-là. Ouais. Mais il l'a fait quand même relativement rapidement. Heureusement, j'avais de la famille, ma sœur était là, donc ça s'est bien passé, somme toute, puis il est arrivé avant l'accouchement. OK. C'est rendu... on dirait que le climax, donc tout le monde depuis tantôt, là, ça... Je voulais savoir si elle allait se rendre comme il faut. Oui, il s'est rendu comme il faut, plusieurs heures. Il a même eu le temps de faire une sieste à côté de moi avant que j'accouche. C'est important de prendre des forces maintenant. Exactement, il avait tout donné pour se rendre à temps. Lui, il a tout donné, là. Toi, la job était facile. T'avais juste à accoucher d'un deuxième enfant. Exactement, donc ça l'a fait beaucoup de turbulences avant mon déménagement. Donc, je suis arrivée au Saguenay épuisée. Ouais, je comprends. Puis, donc là, on est en 2012 au Saguenay. Vous restez combien d'années avant de recevoir justement une opportunité de posting Outcan? On est quand même resté plus longtemps. Quand on est arrivé à Bagotville, on s'était fait dire 3-4 ans, tout au plus. On a quand même réussi à rester 5 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est l'endroit où on est resté le plus longtemps cette période-là. C'est en 2017 qu'on a eu l'occasion de pouvoir appliquer sur la Outcan. Il préférait aller à Colorado Springs qu'à Ottawa à ce moment-là. On voulait saisir l'opportunité justement manquée du premier posting de Petawawa. Puis on avait quand même fait en sorte que nos 2 filles aillent à la petite école Vision pour qu'elles puissent apprendre l'anglais. Parce qu'on se doutait qu'éventuellement ça allait servir. Ouais, absolument. Donc là, on s'est dit, OK, on va l'essayer. Les enfants sont jeunes. Une allait commencer la maternelle, l'autre la première année. Donc, on s'est dit, on y va, on applique. Il était le 2e choix. Finalement, le premier choix, ça n'a pas fonctionné. On a reçu notre message d'affectation, puis on est parti au Colorado pendant 4 ans. Wow. Puis est-ce que ça s'est bien fait pour ce posting-là, la réception du message de posting? C'est-tu arrivé à temps? Est-ce qu'on a eu le temps de préparer la vente de la maison? T'sais? Est-ce qu'on était moins... T'avais un bagage là de ton dernier, tu sais? J'avais un bagage de mon dernier, mais j'ai l'impression que chaque affectation peut toujours nous étonner. On a reçu notre message d'affectation à temps. OK. Après, 2 semaines après, il me dit, Dan, il faut que j'aille faire un cours de 6 semaines. On vient juste de mettre la maison en vente. 2 enfants, un chien. C'est moi qui dois arranger les visites, m'arranger que tout est correct. Je me souviens de ça. Mais parce que là, dans le fond,
Juste pour refaire une petite parenthèse, on se remet en contexte, on est rendu en 2016? En 2017. En 2017, OK. Pendant ce temps-là, toi, t'as travaillé ici à Bagotville et tout ça, puis on va revenir là sur ce 5 ans à Bagotville. Mais là, t'as ton message posting, lui, il part, on est en 2017. En quel mois? On est où? On est en mai 2017. OK. En mai 2017, il va faire un cours de 6 semaines. Exactement. OK. Donc là, c'était quand même quelque chose qu'il devait faire. On n'avait pas trop le choix. Ouais. Puis, qu'est-ce qui a été difficile, justement, avec son cours? Puis, c'était une année de spectacle aérien également. On est parti en HHT dans les alentours du 25-26 juin. Il avait pas eu l'autorisation de partir avant. Donc, ça l'a fait en sorte qu'on a magasiné notre maison. On était rendu au début juillet et on est arrivé le 1er août au Colorado. Mon Dieu. Donc, là, on a une semaine entre le magasinage de maison puis le pacte la maison ici à Bagotville, déménage au Colorado, là. Oui, c'était quand même relativement rapide. Donc, une des choses que j'avais fait pour m'aider, c'est que tout de suite, après la Saint-Jean-Baptiste, j'avais donné ma démission. Puis j'ai commencé mes vacances, justement, pour préparer le déménagement. Les enfants avaient encore la garderie. Puis la garde scolaire, donc ça faisait en sorte que j'ai pu un peu nous préparer parce qu'on était à la dernière minute là avec les derniers détails. Là. Ouais. OK. Donc là, ce déménagement-là, Outcan, comme tu disais tantôt, quand t'es en Outcan, il y a un plus long processus là, de préparation de papier, puis ils doivent vérifier. Je pense que vous avez des états de santé aussi à aller valider et tout ça. C'est un peu la même chose qu'à certains endroits en région éloignée. C'est un processus qu'ils appellent le screening. OK. Donc, ils évaluent au niveau de la situation familiale si on peut aller à certains endroits. Absolument. Donc là, on évalue la famille. Il faut aller voir le médecin également pour dire qu'il y a pas de problème de santé majeur. Ouais. On rencontre tout le monde, la travailleuse sociale, sur la base pour savoir est-ce qu'on sait dans quoi on s'embarque, est-ce qu'il y a, on a des craintes, qu'est-ce qui se passerait si tel événement arriverait. Ouais. Juste pour voir. Puis là, à ce moment-là, ils nous donnent, on est soit vert, donc ça veut dire que tout est correct, il n'y a pas de problème. Okay. Jaune, lorsqu'il y a certaines choses qui pourraient être à régler ou certaines craintes. Et rouge, au moment où la famille ne pourrait pas déménager pour une raison assez majeure. Est-ce que les enfants aussi rencontrent la travailleuse sociale? Oui, les enfants ont rencontré la travailleuse sociale aussi. Elles avaient quel âge, les filles, dans ce temps-là? 4 et 6 ans. OK. J'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Parce que t'es assurément présente, j'imagine. Exactement. Ouais. Puis c'est toute la famille qui est rencontrée en même temps. Okay. Donc, on n'est pas pris individuellement. On discute un peu à quel point c'était un choix. Ils demandent s'ils étaient impliqués, comment ils se sentent par rapport à ça. OK. Donc, c'était quand même une discussion intéressante. Ouais. Mais nous, on l'avait déjà eu en famille auparavant. Ouais. Ben, puis ça fait partie de la préparation que les familles, on recommande de faire, en fait, justement. Dans l'implication, justement, de on s'en va à telle place, comment vous trouvez ça? Tu sais, c'est full intéressant que tu dises que on l'avait déjà eu, cette discussion-là. Elle n'était pas superflue, mais on l'avait déjà traitée, là. Exactement, parce que j'aime bien, moi, pouvoir visualiser où je m'en vais. Donc, j'avais déjà fait mes recherches et j'avais commencé à montrer un peu aux enfants, hey, regardez, c'est là qu'on irait. Ouais. Voici la possibilité. Voici ce qui pourrait être là pour vous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Puis comment ça pourrait être intéressant, en fait, là, de vivre cette expérience-là. Puis ça, je trouve ça intéressant. Justement, là, je vais vous poser la question à vous deux. Daniel, en tant que j'ai vécu l'expérience, donc en tant que personne qui a vécu l'expérience, puis François, conseiller familial, là, donc qui fait beaucoup d'accompagnement avec les familles. L'implication des enfants dans tout ce processus-là, Daniel, toi, tu y vas plus assez quand même carte sur table, tu leur en parles, vous discutez des différentes options. Je sais que j'imagine il y a un certain revers de médaille, François, que y a-tu trop d'implication des fois des enfants, tu sais, leur dire trop tôt, pas leur dire tôt, tu sais, c'est comment on fait pour gager ça? Tu sais, moi je vois un peu de toutes sortes de familles et de toutes sortes d'enfants. Certains enfants, si on leur en parle 2 mois à l'avance, on va avoir 2 mois de réaction, 2 mois de stress, 2 mois de puis tu sais, au final, si on raccourcit un peu le temps de l'annonce, on va juste avoir moins longtemps de tout ça. OK. Par contre, certains enfants sont tellement excités de choisir la nouvelle maison. La nouvelle maison, elle a une piscine. Moi, je vais avoir une grande chambre. Ma soeur va avoir une petite chambre, mais c'est pas grave, on a une belle salle de... Tu sais, je pense qu'il y a autant de façons de faire que d'enfants différents. Tu sais. Comment ça s'est passé chez vous, Daniel?
Ben c'est sûr que pour le Colorado, c'était relativement facile. Ouais. À 4 et 6 ans, ils ont vu les avantages. Puis au niveau des amis, ben ils ont vu plus une opportunité que des contraintes au niveau de perdre les amis. Ouais. Donc, ils ont embarqué très vite dans le projet. Je leur ai montré qu'est-ce qu'on allait faire. Puis nous, chaque fois qu'on s'en va en HHT, on va découvrir les lieux, on s'en va dans les parcs, on fait des activités. Ouais, je comprends. On va découvrir pour leur montrer, voici, admettons, à quoi ça ressemble. Ça va être quoi notre nouveau spot pour aller manger de la crème glacée? Ça va être quoi notre prochaine place pour aller magasiner? On va passer devant l'école. On essaie de vraiment qu'ils puissent bien visualiser l'endroit, puis de trouver déjà des choses agréables là-bas. OK. C'est pas juste on enfile les visites de maison, merci, bonsoir, là. Non. Tu sais, il y a une partie de... T'sais, non seulement voici la maison probablement qu'on va diriger, voici le quartier, voici la ville en général, voici qu'est-ce qui peut se passer, voici des activités cool, c'est une belle façon. Hein? Exactement, parce que lors d'un voyage de recherche de domicile, ben oui, c'est long, puis faut les magasiner, les maisons, puis regarder. Puis les enfants venaient, mais après on finissait ça relax au restaurant, on allait au zoo, on allait faire des choses agréables, puis on allait découvre en soirée. On a toujours pris également un hôtel avec piscine. Ben oui. OK. Pour s'assurer là que ça reste agréable et pas trop stressant non plus pour les enfants là. On partait à l'aventure. OK. Donc pour vous dans la maison avec vos enfants, ce qui fonctionne bien, c'est de miser sur la carte aventure, découverte. Tu sais, tantôt j'ai aimé ce que tu as dit avec ils voient ça plus comme une opportunité que une perte de quelque chose là, c'est plus on a l'opportunité d'aller découvrir ça puis de gagner. On est chanceux, tu sais. Absolument. C'est une façon d'apporter ça, hein, c'est beau. Puis là au Colorado, vous avez été là quand même un certain temps. Oui. Comment s'est passé vraiment le déménagement, tu sais, passeport, les douanes, tout ça, est-ce que ça rajoute un enjeu de difficulté ou Oui, ben c'est sûr que ça ajoute un enjeu de difficulté parce que nous, on a fallait avoir nos passeports spéciaux quand on déménage aux États-Unis parce qu'il faut un visa à l'intérieur. OK. On l'a reçu la journée avant qu'on quitte pour qu'on commence notre route. Là. Puis quand tu dis commence la route, c'est-à-dire que le camion est parti ou le camion va partir. Tu sais, c'est pas juste comme nous on a décidé qu'on partait lundi matin puis non. C'est pas grave si on part mercredi ou jeudi là, c'est exact. On part là. On part justement là, on attend nos passeports le vert là puis le camion est déjà devant la maison. Ah boy. Donc, c'est sûr que ça occasionne un stress supplémentaire. Ensuite, ça passe les douanes. Il y a comme une logistique qui est un petit peu différente. Quand même un peu d'accompagnement supplémentaire comparativement à un déménagement à l'intérieur du Canada. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par accompagnement supplémentaire? Je trouve qu'au niveau des salles de rapport aux États-Unis ou même des services aux familles, ils savent qu'on s'en va quand même vers l'inconnu. Donc, il y a un petit peu plus d'aide pour voyage de recherche de domicile, au niveau de l'information disponible. Donc, l'accompagnement est un petit peu plus personnalisé à ce moment-là. Ah, c'est intéressant quand même, parce que toi, t'avais vécu juste de Montréal à Bagotville, et là, le Outcan, tu trouvais qu'il y avait un peu plus de support ou de soutien. Exactement. Ben, surtout dans le processus de déménagement. OK. Intéressant. Puis là, le déménagement, vous partez avec tout votre stock. Exactement. Donc, on part à ce moment-là avec nos 2 jeunes filles, notre chien. Ouais. Puis on commence un 7 jours de route. OK. Qui était environ 35 heures à Saguenay, Colorado Springs. 7 jours. Puis là, encore là, est-ce qu'on est en mode on part à l'aventure, on s'amuse ou c'est vraiment long cette année, là? Ça a été un mélange des deux. On était arrêté chez ma sœur à Toronto au départ pour le premier jour. Mais après, c'est quoi le chemin le plus rapide pour se rendre à destination? Maintenant qu'on a vu de la famille, là, on peut-tu se rendre? On était rendu à un point qu'on avait besoin d'arriver. Les enfants commençaient l'école au milieu août. On était un petit peu tannés, un peu fatigués. Puis la route, là... c'est de l'autoroute, des champs de patates, des champs de blé d'Inde, puis c'est longtemps là ce coin-là des États-Unis là. Okay. Donc on a évité un peu les grandes villes également pour éviter le trafic. Ouais. Mais on est passé dans des coins pas mal particuliers des États-Unis aussi en faisant les petites routes. OK. C'est-à-dire ben
On tombe dans les clichés américains. On tombe un peu dans les clichés américains. Puis on voit que c'était des milieux également peut-être un petit peu plus conservateurs. On s'est fait pas mal regarder à certains arrêts. Ils savaient très bien qu'on venait pas du coin. Ouais, le côté mère haïtienne ressortait peut-être un peu plus. Exactement. Je pense que je détonnais peut-être un peu plus également de par la couleur de ma peau à certains petits endroits aux États-Unis. En contraste pour nos auditeurs avec Pierre qui est très très blanc. Là. Exactement. Donc ça reste quand même assez différent comme expérience. Pas de pépins, mais on s'est dit arrangeons-nous pour arriver rapidement à destination. Il y a peut-être des arrêts qu'on va rester moins longtemps. Exactement. Oui, il y en a un sur le là. pouce, là. Ouais. On a mangé rapidement là, une journée en Ohio au Dairy Queen. On s'est dit, on n'a pas besoin de rester là trop longtemps. Continuons notre route. Pour connaître la suite de ces épopées, rendez-vous sur l'épisode partie 2 directement sur notre chaîne de Placotte à Bagotte. Bonne écoute! Merci d'avoir écouté Placotte à Bagotte. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur la page Facebook Placotte à Bagotte Talk Podcast. À bientôt! Pour connaître la suite de ces épopées, rendez-vous sur l'épisode partie 2 directement sur notre chaîne de Placotte à Bagotte. Bonne écoute!